Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. S'il vous plaît, Keita, s'il vous plaît, et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Déjà, clin d'œil à la région de Tombouctou. Je dis que Dr Amadou Touré a bien fait la commission. Clin d'œil donc à toute cette brave population de la ville de Tombouctou. En tout cas, nous vous remercions de votre fidélité. Notre invité de ce soir est Monsieur Mamadou Naman Keita. Il est haut fonctionnaire, également ancien directeur national des routes. Monsieur Keita, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je dis bonsoir. Le micro, hein? Je dis bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs, bonsoir à vous-même. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver face à ce prestigieux jury. Avec moi donc pour mener ce débat, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Keita. Bonsoir. Elhadji Chana Takiou, Chana qui a effectué plusieurs fois le pèlerinage. Chana, merci d'être là. Merci beaucoup Barou. Merci à hocher la tête là. Keita qui n'est jamais d'accord avec et même le bras. En tout cas, et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent du côté de Kangaba et de Djoliba. Merci à vous de votre fidélité. Déjà, Keita, un regard sur la composition du jury. Oui, comme c'est ma deuxième fois que je passe devant le jury, je sais la qualité des hommes qui le composent. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Keita, nous avons Keita, hein? Ouais. Keita, ouais, je pense qu'il a fait très bonne impression la dernière fois. Ceux qui étaient ici avec lui, il n'y a pas de raison de ne pas espérer qu'il fera encore bonne impression aujourd'hui pour le plus grand intérêt et pour le plus grand profit de ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui avaient tiré déjà un grand bénéfice de ce qu'il avait apporté la dernière fois comme explication sur les questions qui les préoccupent. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ce sera la même chose. Tout à fait. Voilà. Chana, que vous inspire d'avoir pour la deuxième fois déjà M. Keita? Oui, vous l'avez présenté comme haut fonctionnaire. Et un haut fonctionnaire, tu aurais pu ajouter en chômage. Comment est-ce qu'on peut être haut fonctionnaire dans ce pays à ce niveau et être en chômage durant 4 ans, 4 longues années? Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Maliens comme ça, que la République paye gratuitement, mais qui sont à la maison, qui ne font rien. Donc ils ne chantent pas. Est-ce que tu vois? Bon, mais ce n'est pas normal. Ils sont oisifs, mais ils ne sont pas. Bon, ce n'est pas normal que des gens qui ont servi l'État à un certain niveau durant de longues années, qui ont fait des choses, puissent rester oisifs 4 ans alors que nous avons beaucoup à faire. Nous devons pouvoir les utiliser. Bon, bref, c'est un grand plaisir d'échanger avec un technicien comme lui. Parce que là, c'est un autre regard, c'est une autre vision. Encore que les questions dont on a abordé la dernière fois, les questions de routes de financement, sont aujourd'hui d'actualité avec la saison pluvieuse où les routes sont gâtées, où il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Je pense que c'est un expert qui est devant nous, qui pourrait peut-être nous donner des explications et des perspectives pour améliorer cette situation que nous vivons. Nos voitures sont... Oh mon Dieu. Je vous laisse l'inviter alors. Monsieur Keita, la dernière fois, vous étiez avec votre trophée ici. Trophée récompensant tous vos efforts dans votre domaine, qui est un domaine technique.
Est-ce que depuis... Trophée obtenu au Rwanda, hein, je crois, si je m'avais dit. Bien sûr, c'est pas au Mali. Le Mali, rarement, on reconnaît la valeur souvent des gens. Hélas, hélas. Donc, depuis ce trophée-là, est-ce que vous avez eu à faire des travaux, des réalisations au compte du pays? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un trophée seulement, d'être content, de le présenter aux uns et des autres et de dormir encore sur son laurier. Après ce trophée, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Merci bien, M. Sahana. Shahana. Shekna. Shekna, merci bien, M. Shekna. Ça m'amène à rebondir. D'ailleurs, quand vous avez dit que nous sommes à la maison sans rien faire, bon, ce n'est pas... Oui, nous sommes au chômage technique, mais pas sans rien faire. Parce que de temps en temps, quand même, quand moi, dans mon cas, à chaque fois que mon département ministériel a eu besoin de moi, j'ai répondu à l'appel. Ça a été le cas de les états généraux sur l'entretien routier. Chaque fin d'année, la réunion annuelle des routes ou tout autre événement qui sont réalisés, je reçois quand même une invitation, même si l'invitation n'est pas la forme appropriée parce que je suis un fonctionnaire du ministère. Et aussi, j'ai participé activement au comité de pilotage du dialogue intermalien. Bref, c'est dire que oui, je suis entièrement d'accord. L'État a gagné à nous utiliser mieux que ça. Allez-y, Keita. Oui, ce que je sache, vous êtes aussi dans le domaine des ONG. N'est-ce pas? Bon, l'ONG dont vous êtes quand même le président du conseil d'administration oui. Et qui a vocation sociale. Ce domaine connaît des problèmes depuis un certain temps parce qu'on refuse aux ONG de bénéficier d'aide de certains pays qui sont jugés hostiles. Comment est-ce que vous vivez cette situation et comment est-ce que vos cibles, vos populations cibles vivent cette situation-là qui restreint vos marges de manœuvre? Oui, c'est vrai que depuis la décision qui a été prise pour reformater l'utilisation des ONG, ça a amené quand même un coup énormément dur. Nous, notre ONG, depuis jusqu'à maintenant, parce que nous avons eu malheureusement la malchance que tous nos partenaires étaient dans ce cadre-là, qui ont été frappés par ça. Je peux citer l'Union européenne, l'AFD, le système des Nations Unies, avec la MINUSMA. Et j'avoue, la population en empathise. J'espère que des solutions alternatives pourront être apportées pour accompagner. Mais c'est ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas, au moment de la prise de la décision? Oui. Que des dispositions étaient effectivement prises pour combler les vides que pourraient laisser ces ONG. Oui, peut-être que c'est encore en route. En tout cas, c'est extrêmement important que ces mesures soient... Est-ce que ce n'est pas un mirage? Bon, si jamais c'est un mirage, c'est vraiment un problème extrêmement... Parce que les ONG touchent directement les populations bénéficiaires. Directement les populations. De leurs actions. Et dans toutes les actions... Exactement. Concrètement. Oui. Comment vous soutenez? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux populations cibles depuis que cette situation a intervenu? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui manque à vos populations cibles concrètement depuis que cette situation est intervenue? Non, vous savez, nos populations... Bénéficiaires de vos actions, je veux dire. Par exemple, dites-nous les actions que vous avez l'habitude de mener et qui aujourd'hui sont freinées par... Ils ont tout à prendre, ils ont tout à recevoir nos populations. Par exemple, quand on prend
fort heureusement, le président de la transition, le chef d'État, est en train de réaliser des forages. Mais le rôle de nous, les ONG, des ONG que nous, je précise, je suis président du conseil d'administration. Ça a été rappelé. Nuance, parce que les gens ont tendance à dire il est fonctionnaire, ça n'a absolument rien à voir. Sauf qu'une ONG, quand même, c'est toujours à but non voilà, lucratif. C'est une ONG, c'est à but non lucratif. Et puis, là aussi, les gens font. Vous savez, si les fonctionnaires n'évoluent pas dans des domaines comme ça pour apporter les expertises, Monsieur Keita, ça fait un problème. Du conseil d'administration. Mais pour répondre voilà, vous êtes président, moi je vais même bien préciser, vous êtes président du conseil d'administration. Vous êtes chargé d'orienter les actions de l'ONG. Vous, en quoi, par exemple, votre budget a été affecté et de combien votre budget, par exemple, a été affecté par cette situation, par exemple? Très concrètement. Et par extrapolation, quel manque à gagner très pour la concrètement, population? tous les projets que nous réalisons, que ce soit les écoles, les centres de santé ou les forages, nous cherchons toujours un partenaire qui apporte 70 à 80% du financement. L'ONG apporte autour de 20-15% et la population locale apporte autour de 5-10%. Donc, ça fait quand même quasiment 80% des investissements qui sont perdus. D'accord. Et j'avoue, les ONG, nous n'avons aucune possibilité de combler. Non. Chana, on peut parler de routes? Oui, et M. Keita, aujourd'hui, il n'y a pas de route à Bamako. Les routes existantes ont été dévastées par les pluies. Conséquence, on circule très mal. Nos voitures, les accessoires, les amortisseurs, tout ça, là, vraiment, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation, techniquement? Techniquement, je rigole un peu parce que pour le district de Bamako, quand j'ai annoncé un programme de 700 milliards. De 700 milliards, les gens en ont ri. Mais je reviens, et quand je disais ça, je disais, si dans 15 ans, ce programme n'est pas réalisé pour Bamako, de toute façon, en plus de l'état de dégradation des routes, Bamako ne sera même plus circulable. Ne sera plus circulable. Et aujourd'hui, il y a 5 ans qui sont, il y a quasiment ça s'est accéléré. 5 ans qui sont partis de ces 15 ans-là. Et moi, je persiste, je signe ce programme. Il faut réaliser. 700 milliards. Il faut réaliser comment? Il faut appeler des barres de fonds autour d'une table ronde pour vendre le projet afin que c'est un projet qui a été élaboré, initié par qui? Ça existe ce projet? Est-ce que le ministère est au courant de ce projet? Je ne sais pas si comme ça fait quand même quasiment 4 ans que je suis un peu en retrait. Donc je ne sais pas. J'espère quand même que le projet soit porté. Mais si ce n'est pas le cas... Et qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Hein? Ce projet-là, qu'est-ce qui vous l'a inspiré de le faire? C'était une vision. C'est la prévision. Et là où je dis... C'est quand vous étiez directeur des routes que vous avez élaboré ce programme. Parce que là aussi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, dans notre pays-là, quand on parle du domaine quand on quitte le domaine du quotidien pour nous projeter dans les planifications, à plus forte raison dans les visions, les gens ne comprennent plus. C'est ça le problème. Ils se perdent. C'est ça le problème. Ouais. Mais ce projet pour Bamako, il est extrêmement important que ça soit sorti. Il y a des partenaires, même si on a abandonné les partenaires avec certains. Classique. Il y a d'autres. La Chine a beaucoup
d'argent à nous apporter. Et la Turquie a beaucoup d'argent à nous apporter. L'Inde a beaucoup d'argent à nous apporter, pour ne citer que ces pays. Mais il faut vendre le projet. Il faut vendre le projet. Et puis, il y a quand même, nous avons adopté une politique dans laquelle nous avons, comme entre autres maître mot, le basculement du financement de projets, des financements classiques au financement innovant. Ça a tout son sens. C'est un bon programme, un bon projet. En quoi consiste ce programme? Quelle est la déclinaison de ce programme de 700 milliards? Je vais, par exemple, il y a le quatrième pont de Bamako qui est inclus dedans. Avec, il y a 14 échangeurs dans le district de Bamako. 14. Il y a 14 échangeurs qui sont prévus dedans. Il y a des voies qui passent à 2 fois 2 voies. Fort heureusement, pour Koulikoro qui était aussi inclus dedans. Et les routes de nos communes là à 2 fois 3 voies. Non, l'État s'occupe des routes principales. Les autres, c'est pour les communes. Les routes de collectivité, ça a été une bataille. Et les routes de la collectivité ont exigé que... Mais est-ce que le domaine fait partie des domaines transférés? Si. Ça fait partie des domaines transférés. Pour l'entretien, mais pas pour la construction. C'est ça que les collectivités ne comprennent pas. Mais nous avons rapproché les collectivités, nous avons organisé des rencontres avec la collectivité pour les sensibiliser, les informer. Et vous avez arraché de force des mains de l'État des prérogatives et il vous appartient de les prendre. Bon, monsieur, puisque vous êtes le technicien, présenté comme un technicien ici, est-ce qu'on peut avoir une idée Est-ce qu'on peut avoir une idée, puisque vous avez fait un projet, je suppose que c'est un projet que vous avez quantifié, calculé pour arriver à 700 milliards. On peut savoir combien de kilomètres. Il y a 4 ans, peut-être maintenant c'est à 1000 milliards. Effectivement, combien de kilomètres? Non, ça reste le même. Le coûts n'ont pas sensiblement grévé apparemment. Combien de kilomètres sont concernés par la construction de ces routes? Est-ce qu'on peut avoir une idée de vous? Combien coûte en standard 1 kilomètre de goudron? D'abord, par rapport au linéaire de route concerné dans le district de Bamako, ça tourne autour de 200, un peu moins de 200 km quand même. 200 km. Oui, okay. Ça tourne un peu moins de 200 km. Par rapport au coût de réalisation des routes, moi je peux vous dire, parce qu'en fonction des standards, le coût évolue de façon extraordinaire. Mais le standard minimum des routes bitumées à faire aujourd'hui, qui est la construction d'une route avec ce qu'on appelle les normes enduit superficiel, c'est-à-dire les 2 couches minces de l'épaisseur combien? Non, ça, l'épaisseur tourne autour de 2 cm et demi. C'est les réalisations que nous faisions avant. Et c'est ça qui fait que les routes n'avaient pas de longue durée en réalité. Le kilomètre de ces routes-là le kilomètre de ces routes actuellement, il faut mettre minimum 200 millions. Ça, c'est très clair. 200 millions. 1 kilomètre. Oui, 1 kilomètre. Ça, c'est une norme. Oui, une norme. Bon. Pourquoi je vous pose cette question? Pour faire les routes avec les standards, parce que nous nous sommes battus. Et je l'ai dit ici la dernière fois, contre les institutions comme la Banque mondiale, que nous ne voulons plus de ces standards de route chez nous. Et moi, quand j'étais le directeur de route, j'ai interdit un logiciel qui nous était imposé
afin de faire l'évaluation économique des projets routiers et qui nous amène toujours à des standards sous-dimensionnés. J'ai interdit l'utilisation. Sous-dimensionné ou surdimensionné? Sous-dimensionné. Parce que la qualité, quoi. Oui. Tout le temps que 5 ans, 6 mois que j'ai été traiteur, j'ai interdit, ça n'a pas été utilisé. Nous avons utilisé d'autres standards parce que ce logiciel déterminait la qualité. La qualité de la route à réaliser à travers quasiment uniquement le trafic et la nature du sol. Mais chez nous, ça a été dit, la route précède le développement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de trafic. Allez-y, ce n'est pas fini. Je dis que je n'ai pas terminé. Je pas terminé. Je te dis que j'ai posé la question pour accéder à une autre. Allez-y, Keita. Donc, c'est standard et relevé. J'ai dit au minimum standard faible, ça tourne autour de 100 millions. Okay, d'accord. Mais les standards relevés que nous avons exigés, qui ont des durabilités qui vont vers 25 ans, 30 ans. Pour ces standards-là, comme la route que nous avons réalisée, la Tour d'Afrique à Yirimadio, tout comme celle que nous avons réalisée entre Bamako et Koulikoro, ces routes coûtent autour de entre 500 et 600 millions. Mais qui sont dégradées, hein? Ces routes-là. Il n'y a pas de. Moi, je vous mets au défi de présenter. Les gens font une confusion extrêmement grave. Ça veut dire qu'il y a énormément de routes qui ont dépassé. Et les derniers, ça, je l'ai dit ici, là, les derniers stades du cancer. Ces routes-là, ce n'est pas l'entretien routier qui servira à quelque chose. Il faut les réhabiliter. D'accord, allez-y, Keita. Et c'est ça, pour le district de Bamako, c'est ça l'objectif du programme de 700 milliards. Moi, je vous mets au défi de montrer une route qui a été réalisée avec ces standards-là et qui est dégradée aujourd'hui. Ok, d'accord. Allez-y, Keita. Standard pour standard. Je pose cette question pour en arriver à une autre. Vous, votre projet a coûté 700 milliards. Pour 200 km. Ça n'a pas coûté. C'est une prévision. C'est-à-dire, ça vous a, dans vos prévisions, ça vous a coûté. Vous les avez évalués à 700 milliards. Évidemment, aujourd'hui, le coût aujourd'hui, les gens s'interrogent. Comment est-ce que les routes devant lier Kati, Bamako, coûtent 90 milliards? Comment est-ce que cela est possible? Ça veut dire que les gens sont un peu dépassés par ces... Vous voyez, ces coûts-là exorbitants. 90 milliards. Non, vous savez... 90 milliards, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que cela est possible? Soit pratiquement un septième de ce qu'il faut pour quadriller l'ensemble de la ville de Bamako. C'est-à-dire les 200 km. Ce projet, 15 km. La section qui va de Babemba à Kati, moi je l'avais préparé en 2 fois 3 voies. J'ai vu, ça a été ramené à 2 fois 2 voies. Oui. Pour la route de Koulikoro, très honnêtement, techniquement c'est possible. Parce que, est-ce que vous savez si c'est des tunnels qui sont prévus? Moi je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas dans les documents. Mais les gens font parfois l'erreur d'estimer que les coûts de réalisation des routes sont exorbitants, alors que ça dépend de beaucoup de paramètres. Quand on ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres qui sont inclus dans le projet, les accessoires et même non, vous qui avez été directeur national, quels sont les paramètres qui puissent gréver autant
le coût d'une route de route Kati-Bamako de J'ai- 15 km. J'ai parlé par exemple est-ce qu'il est prévu de réaliser des tunnels ou pas, je ne sais pas. Moi, je viens du projet. Quels sont les standards Retenus pour la structure? Et puis, il y a autre paramètre aussi, c'est que pour la réalisation des projets de plus en plus, nous sommes sortis des classiques de réalisation de routes sans intégrer des aménagements connexes dont l'exploitation aussi va dans l'intérêt de la route. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut vraiment analyser à fond un projet. Pour dire une anecdote par rapport à ça, le coût de construction du deuxième pont de Caille, qui était le coût réel hors taxe de construction du deuxième pont de Caille. Là où Djiga fait Djiga. Non, le pont de Non, Caille. ça, c'est Le deuxième pont de Caille. C'est le pont de Caille. Tourne La route de gros porteurs. tourne autour de 15 milliards. Mais l'ensemble des aménagements connexes, dont l'aménagement des berges de nos rivières et tous les réseaux d'assainissement qu'il fallait faire, et puis les routes, avec les standards élevés intégrés, ont amené le coût du projet à 32 milliards à peu près. Mais les gens ont fait un calcul linéaire. Voilà le coût du pont au mètre. Donc, Sans donner les détails. j'en appelle de faire extrêmement attention. Les coûts de réalisation des projets routiers ne sont pas mesurables de façon linéaire. D'accord, allez-y, Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Allez-y. Oui, et Monsieur Keita, vous savez que la route de Caille, Bamako-Caille, on peut dire que c'est le poumon de la République, hein, le poumon de l'économie, comme l'a si bien dit Abdraman. Cette route est complètement dégradée. Et les routes qui lient le nord au sud, la route Gao-Bamako, la route Nyono-Tombouctou, ça n'existe pas. Est-ce que le pays pourrait continuer dans cette situation où, pour lier le nord et le sud, c'est un problème pour les pauvres, les populations moyennes, parce qu'il y a un avion qui coûte extrêmement cher pour les populations de Caille aussi bien que de Gao ou de Tombouctou. L'avion coûte énormément cher. La route de Caille a été réalisée pendant que vous étiez à la direction nationale. Elle s'est vite dégradée. Qu'est-ce qui explique cette dégradation? J'ai répondu à cette question, mais je vais répéter. C'est-à-dire ces routes qui ont été réalisées en ces temps ont été réalisées avec des standards sous-dimensionnés, dont les durées de vie... Sous-dimensionnés. Sous-dimensionnés. Alors que c'est des camions, des citernes qui roulaient sur ça. Ouais. Pourquoi vous avez accepté faire ces routes-là, sachant bien les camions qui roulent sur les routes avec une certaine sous-dimensionnement? En son temps, ça a été accepté, mais j'ai dit, moi, j'ai refusé de réaliser des routes. Non, mais la route de Caille, ce n'était pas avec vous quand on construisait. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas comme directeur national. Oui, vous savez, la route de Caille était... ça date de longtemps. Ça a été fait à partir d'une subvention union européenne. Mais c'est vrai que nous ne devons pas accepter, même si c'est des subventions, il y a des choses que nous ne devons pas. Elle date de quand? C'est autour des années 2000. 2002. Elle a été construite pour quelle durée de vie? 7 ans tout au plus, c'est ça que j'ai dit. Monsieur Keita, et on n'a pas pris le relais pour... Le relais, que ce soit le projet, et ça aussi, j'avais dit ça la dernière fois, il y a un projet conçu avec un schéma de financement de réalisation de réhabilitation, renforcement,
de la route de Bamako à Kaï, qui existe et qui nous ont fait toutes les simulations de voir avec le nombre de postes de péage que nous avons mis, que nous avons prévu de mettre sur l'axe de Bamako à Kaï, le financement est remboursé par les péages au bout de 13 ans. Ça, c'est des calculs. Non, ce ne sont pas des hypothèses. Est-ce que ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des hypothèses. C'est-à-dire, je dis, moi, je déplore dans notre pays que les intellectuels sont vraiment les cancers. Quand on se projette, il suffit qu'on se projette dans des choses comme ça, personne ne comprend plus rien. C'est le manque de vision. C'est ça qui fait le mal de ce pays-là. Là aussi, moi, je vous mets au défi que ce projet-là soit sorti, que le financement soit négocié. Et puis, ça, c'est le genre de financement que la Chine... Oui, mais la réalité aujourd'hui, telle qu'il l'a dit, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on continue quand même à percevoir sur toutes ces routes-là les péages. Mais on ne voit pas comment est-ce que l'argent qu'on perçoit, les ressources qu'on perçoit dans ces péages est réinvesti dans la route. Pour maintenir la route en l'état. Voilà, pour être en l'état, est-ce que ce n'est pas injuste de percevoir de l'argent pour quelque chose dont on ne voit pas les traces? Vous qui avez géré la route là-bas, comment est-ce qu'il est normal que les gens continuent de circuler à perte sur des routes comme ça, parce qu'avec tout ce qu'ils subissent comme dommages dans leur engin et autres là, est-ce que c'est normal alors qu'ils continuent à payer des péages pour les péages? Bon, les péages aussi... Tout ça. Le péage. Non, les péages aussi, à date actuelle, est fait à minima. J'ai dit, quand je prends le cas de la route de Bamako à Kaï, nous avons proposé de réaliser 5 postes de péage. 5 postes de péage. Mais, a priori, les usagers, les transporteurs peuvent ne pas comprendre et même dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais il faut les rapprocher, les expliquer. Ils ont plus parce qu'ils ont plus à gagner, à disposer d'une route avec... nous avons fait tous ces calculs. Ce ne sont pas des Vous avez prévu 5 péages. Il y en a combien? Ce ne sont pas des calculs dans le vent. Hein. Il y en a combien aujourd'hui? Non, j'ai dit, le projet a besoin d'être sorti et réalisé. Le projet, il n'est pas sorti. Malheureusement, le projet, il n'est pas... Mais, non, avant votre projet, les péages sont déjà là. Et les péages, tout le monde connaît, tout le monde sait que les péages sont perçus pour être réinvestis dans l'état de la route. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, c'est ça que j'ai dit. Il faut... Est-ce que l'argent n'est pas détourné à d'autres fins? Non, c'est ça que j'ai dit. Les péages ces péages-là sont à des dimensions qui ne permettent pas d'être réinvestis dans la route? Non, c'est réinvesti dans l'entretien. Effectivement, mais il faut faire... Non, les péages apportent beaucoup à l'entretien routier aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit, nous avons des routes. Monsieur Keita, ce que vous avez dit... Non, je termine ça. Vous avez dit paraît ne pas... Non, je termine ça. Pourquoi? Vous avez dit que la route, c'est faute. Par exemple, la route avait été conçue à minima. Est-ce que les routes ne sont pas, comme il l'a dit, aujourd'hui mortes aussi parce qu'elles n'étaient pas entretenues? Complètement mortes parce qu'elles n'étaient pas entretenues. Pendant combien d'années on ne voit pas comme on voyait auparavant l'impact du péage dans l'entretien? Dans l'entretien des routes. Non, vous savez... Donc, à force de ne pas entretenir, les routes se sont totalement détériorées. Non, vous savez... C'est aussi ça. En plus du fait d'un problème que vous n'avez pas évoqué, qui était le respect des normes. C'est vrai que les normes sous-régionales ne sont pas respectées pour ce qui est du transport. Non. Parce qu'il y a des pésages, il y a des postes de pesage, mais tout le monde sait qu'en réalité,
les camions qui surchargent, fréquentent, les surcharges Oui. sont surchargés, qui ne répondent pas vraiment aux normes sous-régionales, aux directives sous-régionales qui permettent vraiment de donner plus longue vie, une durée beaucoup plus longue aux routes. Et la route de Caille a été réalisée en son temps avec une norme qui a été respectée. Mais C'était respecté dans les On ne je parle dis, pas c'était- de normes de route. On Hein. parle de Il s'agit normes de de la transport. pratique, ouais, du Oui, également sur l'état Oui. de la route, c'est une évidence. ça, c'est notre Ouais, dimension. Voilà. les Ça, c'est notre dimension. directives Mais communautaires pour en la revenir- matière, pour on sait qu'il y a des observatoires de normes, Oui. effectivement, tout ça là, mais qui ne sont pas respectés, tout le monde le sait. c'est Oui, clair. absolument. Donc ce n'est pas forcément Ça, c'est parce notre qu'à dimension. l'origine, Ça, c'est notre c'était dimension. sous-dimensionné. Ça, c'est notre dimension. Voilà que Et même le réchauffement climatique aussi joue sa partition actuellement. Et même là, nous avions proposé un projet d'arrêté interministériel pour que quand nous construisons une nouvelle route, vous savez, les routes, nous les réalisons ici avec du bitume. Ça, c'est quasiment du plastique. D'accord. Et quand la route est neuve, 1 an, 2 ans, la route a une viscosité et que les réchauffements climatiques impactent beaucoup. Keita. Je finis ça. Et quand le trafic lourd circule sur ces routes neuves pendant que le soleil tape à fond, ça crée d'autres désagréments. Et nous avions proposé un arrêté interministériel afin que pour chaque nouvelle route construite, pendant les 2 à 3 ans à venir, que la circulation soit réglementée pendant les périodes où le soleil ne tape pas à fond. Pour revenir sur un élément, vous avez dit que les routes n'ont pas été entretenues. C'est ça que j'ai dit. La route a un cycle de vie comme l'être humain. Ça naît, ça vit, ça vieillit, ça a des maladies, et ça arrive à sa fin de vie. La différence avec l'être humain, c'est que agonie, quoi. la différence avec l'être humain est que quand l'être humain arrive en fin de vie, on ne peut pas revenir, mais quand la route arrive à sa fin de vie, on la reconstruit. On la fait renaître. Keita. Keita, s'il vous plaît. Oui. Je finis 15 justement, secondes. on va vous donner la parole. Non, je finis 15 secondes. Oui. Toutes ces routes dont vous dites que l'entretien n'est pas fait, c'est parce que ces routes étaient déjà arrivées à leur fin de vie. Et ça, il n'y a rien à faire. Hein. L'entretien ne peut plus absolument rien sur ça. Il faut les faire renaître. Keita, vous avez parlé de renaissance, justement. Vous avez fait partie du comité de pilotage devant réfléchir sur la renaissance du Mali. À la date d'aujourd'hui, est-ce que les retombées de ce dialogue intermalien dont vous avez participé au comité de pilotage, les retombées sont perceptibles aujourd'hui sur le terrain en termes de renaissance du Mali? Bon, là, je ne parlerai pas évidemment au nom du comité de pilotage, mais je parle de mes perceptions. Bien entendu. Il serait illusoire. Le pilotage est derrière moi, vous pouvez parler ensemble. Voilà, il serait illusoire de dire que les retombées sont. Non. D'ailleurs, si les retombées commencent à tomber dès maintenant, moi, à mon avis, c'est que nous n'avons rien compris de ce qui doit être fait des résultats de ce dialogue. Parce que moi, à mon avis, après tout ce qui a été, toutes les consultations qui ont été faites, tout ce qui a été concocté comme recommandation et résolution, il y a un travail scientifique à faire. Et moi, je dirais... Il y a un comité de suivi qui a été créé. Non, sur une thématique. Oui. Non, il y a... Présidé par Maître Até Diarra, si je ne m'abuse. Bon, non, il y a... Est-ce qu'il n'y a pas le
Les ANR. Comité de suivi des ANR, mais pour le moment, il n'y a pas le comité de suivi. Oui, c'est le prolongement quand même. Dialogue. Mais non, moi je ne parle pas du comité de suivi. Oui, le comité de suivi est bien, mais ce qui doit être fait des résultats du dialogue, c'est de faire un travail scientifique. Moi, je dirais de dégager une vision. La période de la transition est la meilleure occasion de faire ça. De dégager une vision à partir des recommandations et du dialogue intermalien et des autres assises, de dégager une vision jusqu'à 2050, pourquoi pas jusqu'à 2063, qui cadre avec la vision de l'Union africaine pour l'Afrique. Déjà, ce travail scientifique doit être fait. Et à partir de cette vision, de décliner les stratégies qu'il faut en déduire, et à partir des stratégies, les politiques publiques qu'il faut en déduire, jusqu'au programme, plan, action à réaliser. Si les résultats du dialogue intermalien ne sont pas exploités dans ce sens, moi, à mon avis, il n'aura pas servi à grand chose. Allez-y, Chana. D'accord, M. Keïta. Vous avez été directeur des transports. Des routes. Des routes. Bon, qui dit route parle de transport. Qui parle transport parle de voiture également. Il est lancé une campagne d'immatriculation des véhicules, des engins. Peut-être de renouvellement des cartes grises, hein? Bon. Pour être précis. Oui, c'est une carte grise. Donc c'est un ensemble. Oui. Certains laissent entendre que c'est une directive de l'UMOA. D'autres disent que c'est pour renflouer les caisses de l'État. À votre avis, pourquoi ce chamboulement? Oui, bon. Honnêtement, je préfère ne pas... je suis un fonctionnaire actif, en activité. Quand je n'ai pas mandat de parler de ces choses-là, ici, ça peut mettre des gens mal à l'aise. Mais il est clair que tout ce que nous sommes en train de faire provient après la transposition des directives de l'UEMOA. Il faut aller à la régularisation des choses, à mettre les choses dans les formes appropriées ainsi. Donc vous voulez dire par là que ça découle des directives de l'UEMOA? Oui, tout à fait. Sauf que ça peut être du bien béni pour un gouvernement à la recherche de... Et pourquoi ça ne se fait pas au niveau de toute la sous-région? Pourquoi c'est le Mali seulement qui est concerné aujourd'hui, cette année, qui met en application la directive? Cette affaire-là. Bon, vous savez, la mise en application des directives, il y a un timing qui est... Le domaine dans lequel nous sommes pionniers. Non, il y a un timing qui est donné aux États. Non, pour les pays. Et pour les pays, selon leur tempérament, peuvent aller vite. Allez-y, Keïta. Bon, on revient un peu au dialogue. Le dialogue, vous avez parlé du résultat. Vous avez parlé du résultat du dialogue. Pour avoir un résultat, moi je pense qu'il faut d'abord prendre la chose par le bon bout. Est-ce que vous pensez que ce dialogue-là, cette dynamique, ce processus de réconciliation et de paix engagé au niveau local après la résiliation de l'accord d'Alger a été vraiment conduit dans les règles de l'art, a été conduit pour vraiment aboutir, déboucher sur des résultats. Quand on sait que certains quand même ont été laissés en rade du processus, le processus n'a pas tenu en compte, par exemple, d'autres acteurs qui constituent des protagonistes. Et le processus a été engagé aussi avec des grands malaises entre les mêmes Maliens, même du Sud. On a comme l'impression même que la crise malienne qu'on pensait au Nord et concerne aujourd'hui plus le Sud que le Nord, tellement qu'il y a des clivages maliens. Vous pensez que réellement que ce processus dont vous avez été un acteur a été vraiment pris par le bon bout?
Vous savez, moi j'étais en plein dans le dialogue inter-malien. Moi je ne suis pas quelqu'un de genre qui, comment dire là, Moussalaha et aux beaux yeux des gens. Je m'excuse de le dire. C'est entier. Ainsi. Moi, je suis entier. Moi, je vous assure, moi, je n'ai pas frôlé en un seul endroit un aspect qui mettrait en cause la crédibilité, l'intégrité, la sincérité du dialogue. Vous parlez des gens qui ont été qui n'ont pas été associés. Mais ça, c'est la faute. Allez-y interroger ces gens-là. Vous savez, quand... Non, je viens. Il va donner sa réponse. Non, je viens à votre réponse. Oui. Quand vous êtes parti politique, vous annoncez ne pas prendre part à quelque chose, mais vos délégués se retrouvent là. Ça, c'est la faute à qui? Peut-être militant, mais pas délégué forcément. Quand vous dites délégué, c'est non, des militants. Non, voilà, des militants, oui. Mais qui participent dans le processus au nom de votre parti. Mais ça, tel était le cas pour les groupes armés, par exemple, pour les protagonistes de la crise malienne. Pour les groupes armés, oui. Il n'y a pas de relations, il n'y a pas de relations parentales. Il n'y a pas un groupe armé dont les parents dans leur terroir n'ont pas été associés. Il faut que les Maliens arrêtent d'être... soyons sincères. Soyons sincères. Soyons... Sauf que M. Keïta... Non, M. Keïta, c'est oui. qu'en réalité, quel qu'en soit, il y a quand même des frustrations qui sont laissées, qui restent. Il y a des clivages qui perdurent. Par la faute. Non, quelle que soit la faute, d'où que ça vienne, puisque c'est l'État qui a pris sur lui la responsabilité de réconcilier. Si tout ce que vous venez de dire ne fait que confirmer le fait qu'en réalité, il y a des malaises qui sont restés malgré ce processus-là. Non, pas du tout. Au Donc contraire. on n'aboutira pas aux objectifs recherchés. Non, au contraire. En cherchant à qui la faute. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Non. Quel que soit d'où que la faute vienne, en réalité, le résultat, c'est qu'il y a des malaises. Alors qu'on veut réconcilier, on veut avoir la paix. Et que dans le malaise, on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas réconcilier. Ça, c'est une évidence. C'est ça en réalité. C'est ça le fond du problème. Donc, on aura pratiquement fait un processus. Si ça continue, ça perdure comme ça, sans avoir comment on appelle, la solution à ces choses, qu'on a un processus pour rien. D'accord. Avant de poursuivre, Keïta, sans vouloir nous ramener en arrière, je vais vous lire ce message de ce téléspectateur et ancien ministre. Ils disent bonsoir les grands jurys, tenez compte de la nature complexe du terrain Kati Bamako et des dédommagements pour les terrains saisis. Aussi, l'évaluation a été faite au regard des coûts actuels des matériaux. C'est différent d'un terrain plat latérique. Pour Kaye Bamako, c'est dû au volume du trafic et des poids du roulant qui s'est ajouté avec l'arrêt du chemin de fer. Est-ce que vous partagez déjà ce constat de cet ancien ministre? Mais c'est exactement ça que j'ai dit. Peut-être qu'il n'a pas écouté ou bien il n'a pas compris ce que j'ai dit. Sinon, c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit pour... il a dit des éléments que vous n'avez pas dit. Oui, l'arrêt du train, par exemple. Non, même les expropriations. L'arrêt du train. Même les expropriations sur la route de Kati, les terrains saisis. C'est-à-dire que la voie est devenue plus fréquentable qu'avant. Non, attendez. L'arrêt du train est arrivé après que cette route-là avait déjà dépassé sa vie.
C'est vrai. La continue. Non, il n'y a pas de route. Il faut reprendre cette route-là. Sinon, ce qui a amené la multiplication du trafic pendant que la route était encore neuve, c'est la crise de Côte d'Ivoire, effectivement, qui a Ça, réorienté le trafic vers le ça, Sénégal. oui. Mais en ce temps, l'entretien était tenu à date, Régulièrement. régulièrement. Voilà. Donc vous êtes d'accord que l'irrégularité de l'entretien a joué également À n'importe sur quelle le plan chose. Non, je vous dis, quand une route est prévue pour une durée de vie de 10 ans, après 10 ans, il faut réhabiliter. Et après, il faut reconstruire. D'accord. C'est-à-dire, l'entretien, en ce temps-là, c'est un leurre, ça ne servira à rien. Chana, pour votre dernière question, allez-y, Chana. D'accord, dernière question. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les questions du dialogue interne. Oui. Allez-y, Chana, allez-y. Je voudrais Libre à vous, hein. aux techniciens. Allez-y. C'est pourquoi, Allez-y. aux techniciens, et c'est dans ce cadre-là aussi, en tant que technicien, nous sommes membres d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO. Les autorités actuelles veulent quitter ce regroupement régional pour se retrouver avec les 3 pays les plus pauvres de la sous-région dans une confédération qu'on appelle l'AES. Et les passeports sont déjà fin prêts. Hein. Vous, en tant que technicien, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme inconvénient pour ou avantage. surtout les inconvénients pour nos populations aujourd'hui, et en tenant compte aussi, et bien sûr, de tout ce qui concerne les documents de voyage, les routes, tout ça là, quoi, parce que la CEDEAO, c'est quand même, il était prévu des routes pouvant circuler dans l'ensemble de l'espace communautaire. Est-ce que tu vois, des routes communautaires. Aujourd'hui, on est loin de là. Votre commentaire rapidement. Vous savez, d'abord, cette question-là relève d'un choix opté. Un choix souverain. Un choix politique. Un choix souverain opté par le peuple malien. Parce que c'est un choix politique. Non. Par les autorités maliennes. Hein. Par les autorités. C'est un choix porté par le peuple. Parce que quand 1 million de personnes ne veulent pas quelque chose et ne dit rien, et 10 personnes qui veulent donner la voix, Oui. mais la légitimité de la chose arrive aux 10 personnes. Oui. C'est-à-dire le Malien doit le Malien doit renaître. Le Malien doit renaître parce que tout ce que nous faisons, c'est parce que nous n'apprécions pas, nous sommes extrêmement négligents par rapport à tout. Inconvénient, oui, ça prendra un temps, le temps que toute la mayonnaise prenne, les hein? paperasseries, toute la documentation, toutes les réglementations soient reportées. Oui, ça portera un coup dur. Mais c'est un choix qui a été fait d'aller de façon souveraine à cela, de vivre ces difficultés qui, de toutes les façons, au bout d'un temps, vont être absorbés. Même si moi, très honnêtement, même si l'AES, oui, mais que l'AES se retrouve très sincèrement la CEDEAO, parce que tout ce qui est monté comme vision au niveau de l'Union africaine, comme stratégie portée par la CEDEAO, la subsidiarité, l'AES ne pourra pas sauter la CEDEAO pour être véritablement intégré
dans l'Union européenne, dans l'Union africaine. Dans tous ces schémas. Keita, il nous reste 45 secondes. 45 secondes, moi, pas effectivement. Bon, il a dit que la route du développement passe par le développement de la route. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous avez porté un projet de 700 milliards pour Bamako. Est-ce que vous pensez que cela est possible de développer la route avec toute cette dégradation-là qu'on voit aujourd'hui? Ils sont en train de gréver vraiment les projets routiers du Mali aujourd'hui. On peut dire que les projets routiers du Mali sont grévés, le coût est grévé avec tout ce qu'on connaît comme problème de route. Est possible avec ce que sur quoi vous venez d'insister dans un schéma purement endogène et de souverainisme tel qu'on est en train de le vivre. Il a parlé de rassembler les partenaires du Mali autour de la question. Oui, mais de toutes les façons, on est en train de restreindre notre champ de partenariat, puisqu'il a parlé de la Chine, il a parlé de la Turquie, il a parlé de je ne sais pas de quel autre pays. Mais de toutes les façons, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais de toutes les façons, nous sommes restreints. D'accord. Vous savez, non, moi je vais vous dire, au contraire, moi je trouve que nous avons une chance aujourd'hui de disposer des financements comme ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que qu'est-ce qui bloquait la mobilisation de nos financements avant? C'était les critères de convergence exigés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Mais actuellement, on fait fi complètement des critères macroéconomiques. Donc autant profiter et les partenaires aussi qui ne regardent pas obligatoirement que les pays soient dans le respect des critères économiques démocratiques et même les critères de convergence macroéconomique autres là. Mais ce sont ces pays-là, la Chine, la Turquie et les pays du BRICS, là. Autant profiter de cette occasion pour amener l'argent. La route Sévaré-Gao. Un projet avait été monté avec la Turquie. Avec la Turquie. De Sévaré-Gao. Et la partie turque, elle était prévue dans son protocole que c'est elle-même qui assurerait la sécurité de la réalisation de la route. C'est-à-dire, tous ces projets-là, sortons-les et amenons ces partenaires-là. Tombouctou. Keita, il fait un plaidoyer pour Dombo. Tombouctou, ça, c'est le fait avec le l'Union européenne. Keita, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte. Mais votre temps de débat là est court. Audience, le jury va à présent se retirer pour justement vous fixer sur votre sort. Keita, nous sommes dans les secrets de la Je pense que nous sommes, comme je l'ai dit, nos attentes étaient vraiment un peu orientées par son dernier passage ici. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Vraiment. Nous avons rencontré encore une fois un grand technicien de son domaine qui a vraiment de la vision, qui a des ambitions pour ce domaine-là. Mis à part certains aspects sur lesquels on ne peut pas s'entendre puisque ce n'est pas son domaine. Le domaine de la paix, autres là, pour ce qui est vraiment de son chantier, et il s'en est vraiment sorti comme il a brillamment, comme il l'a fait la dernière fois. Monsieur le Président, je pense que nous avons un client qui s'est illustré avec beaucoup de modestie et beaucoup de courtoisie dans le débat, et cela mérite d'être ajouté encore à son crédit davantage pour qu'il soit encore une fois de plus libéré comme il l'a été la dernière fois. Chara, 30 secondes de réquisitoire. Pourquoi Abdraman prend 5 minutes? Allez-y, Chara. Monsieur le Président. Ça, c'est une discrimination. Monsieur le Président. Ça, c'est une discrimination que j'assume. Monsieur le Président, tu me permets d'abord un coup de gueule. Un coup de gueule par rapport à l'éducation.
Allez-y. L'actuel ministre de l'Éducation est dans l'amateurisme, il faut le dénoncer. Allez-y, Chana. Il est dans l'amateurisme, Monsieur le Président. Il est un spectateur au lieu d'être un acteur de l'éducation. L'acteur ministre de l'Éducation n'est pas un partenaire social fiable. Le ministre Savané, hein? Le ministre Savané, oui. Il a des difficultés avec les syndicats de l'éducation. Sans ces syndicats, on ne peut pas gérer. Sans ces syndicats, on ne peut pas préparer la rentrée scolaire. Au lieu d'aller sur le terrain ou d'envoyer des émissaires sur le terrain, il reste dans son bureau et décide, en persistant et en signant, de la rentrée scolaire pour le 1er octobre. Et à la veille, il y a quelques heures de la rentrée, il veut nous dire que nos enfants doivent rester encore à la maison. Pendant un mois. Non, c'est de l'amateurisme. Malheureusement que nous sommes dans un pays où on ne démissionnait pas. Où on ne démissionne pas. Sinon, il aurait rendu le tablier. Vraiment que le président Assimi Goïta prenne toutes ses responsabilités pour que la prochaine rentrée scolaire puisse être une réalité. Pour revenir maintenant à notre accusé, Monsieur le Président, je pense que le grand jury doit interpeller le ministre des Transports pour que ces projets dont il nous parle, pour que ces projets-là puissent être dépoussiéreux. Il faut aller vers ce projet-là. Il a des idées, il a une vision. Je pense que ça peut servir. On peut faire au moins des tentatives. Il y a des projets, il le dit haut et fort, il assume, c'est un technicien. Il a fait l'École nationale des ingénieurs du Mali. Après d'autres formations encore. C'est un technicien brillant. Il a montré ses preuves. Il a initié des projets. Je pense que tous ces projets dont il nous a parlé doivent être dépoussiérés, mis sur la table pour chercher des partenaires afin que, comme Abdraman l'a si bien dit, le développement passe par la route du développement. Ou bien c'est pas ça l'expression? Le développement de la route passe. Le développement de la route. La route du développement passe par le développement. La route du développement passe par le développement de la route. Il nous faut des routes, surtout dans le district de Bamako, la capitale du Mali, la vitrine de la République. Un étranger descend à Bamako, il embarque, mon vieux. Je pense qu'il a assumé, il a répondu à toutes nos interrogations, il a répondu à travers sa technicité, il a répondu avec la courtoisie, il a répondu avec un engagement. Monsieur le Président, le ministère des Transports a besoin de lui. Libérons-le pour que Medina puisse exploiter ses compétences. Pas que Medina, hein, c'est fonctionnaire. Mais aujourd'hui, c'est Medina qui a la manette. Oui. Pour ce qui concerne son département. C'est Medina aujourd'hui qui a la manette. Elle est vivement interpellée. Elle est vivement interpellée parce que nous n'avons pas de route. Kai n'a pas de route. Kai n'a pas de route. Tombouctou n'en a pas. Gao n'en a pas. Bamako non plus. Nous n'avons pas de route. Je pense que l'action forte du gouvernement doit être mise en plus de la sécurité sur les routes aujourd'hui. Bien sûr, sans oublier l'éducation. Ou dans d'autres pays, le ministre de l'Éducation aurait rendu le tablier. C'est donc au regard de ces deux réquisitoires largement favorables, sinon favorables à l'accusé. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Keïta, vous êtes libéré pour ce qui concerne ce grand jury. Vous êtes libéré de toutes les charges qui pesaient sur vous avant, en tout cas, cette comparution. Un mot, 10 secondes. Merci. Et vous assurez de mon entière disponibilité à tout moment que vous assumerez que je devrais passer devant les jurés. D'accord. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait donc comme invité M. Mamadou Keïta. Il est haut fonctionnaire malien. Merci à tous nos téléspectateurs du côté de la ville sainte de Tombouctou. Au revoir.